pour Nantes-Monaco. Petit faux démarrage parce que j'avais un doublon sur le son, j'avais oublié d'écouter mon Twitch de mon côté aussi. Voilà donc un live spécial sur Nantes-Monaco, le match de la 22e journée de Ligue 1. Match assez important parce que Monaco doit absolument l'emporter s'ils veulent pas se faire distancer par le haut du classement. Déjà 6 points de retard avec les équipes du haut qui ont des matchs très faciles à faire. Un peu comme nous, on va dire, parce que du coup, Nantes est vraiment sur une très très mauvaise série. On est sur 12 matchs sans victoire. Derrière nous, deux équipes s'affrontent, Rennes et Marseille. Le match n'a pas eu lieu, mais en tout cas, voilà, ces deux équipes qui sont derrière nous vont devoir se partager des points. Donc, ce serait une bonne affaire d'aller gagner contre Nantes. Voilà, sur les différents points qu'on va pouvoir voir, on va parler un peu voilà, du classement et des matchs sur cette journée, du groupe de Monaco et de Nantes, les absents, les présents, quelques stats sur le match. Et bien sûr, le petit point sur les compos des médias, l'arbitrage aussi, qui sera l'arbitre de ce match. On finira sur mes pronos ASM, voir à peu près ce que moi j'ai défini comme pronostic. Et à la fin, bien sûr, le question-réponse avec le chat. Vous êtes bien sûr invité à me poser quelques petites questions et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc pour commencer, on va regarder un peu sur ce match le classement actuel des deux équipes. Donc Monaco très en forme actuelle sur une très grosse série, actuellement quatrième, mais distancé, comme je disais, de 6 points déjà avec les deux équipes du haut et comme on peut le voir du coup elles affrontent des équipes assez faciles, Lorient et Dijon pour Paris et Lille. Donc normalement c'est 3 points quasiment assurés, même on sait jamais ce qui peut se passer. Donc il faut pas perdre de points maintenant parce que ça commencerait à être très compliqué d'avoir 9 points de retard, même 8 si on ferait un match nul. Il faut absolument essayer de rester sur un bon rythme et coller à ces équipes-là en attendant qu'elles fassent des faux pas si on veut aller chercher un peu plus haut, viser ce podium, qui est un peu l'objectif du club. Mais surtout, si on veut valider cette Coupe d'Europe, il faut profiter du coup de la rencontre entre Rennes et Marseille, qui vont devoir se partager des points. On a pu voir que du coup Lens a gagné à Montpellier hier, et du coup un peu à recoller sur ces deux équipes-là. Voilà. Petit mot sur le match de Marseille hier. Je trouve ça complètement inadmissible que le match n'ait pas eu lieu. Je vois vraiment pas pourquoi. C'est parce que les supporters sont allés au centre d'entraînement, ont peut-être eu des soucis avec un joueur. Alors que le match doit être absolument reporté. Je comprends absolument pas. On parle quand même d'un match qui a eu lieu le soir. On est un match à huis clos, donc sans supporters, avec un couvre-feu en plus. Donc les supporters ne pouvaient même pas se rendre au stade, ou alors ils risquent vraiment de très gros problèmes. Donc je trouve ça assez incompréhensible, mais bon voilà, ça ne regarde pas directement, même si je trouve que Marseille est vraiment un très mauvais point en ce moment et que c'était vraiment la bonne chose pour Rennes d'aller les prendre maintenant pour un peu plus les enfoncer. Ça faisait encore un gros match. Je trouve qu'ils sont dans une série où ils ont énormément de gros matchs Marseille, donc ça aurait été vraiment bien qu'on continue à leur appuyer sur la tête pour les faire descendre au classement. Mais enfin bon, c'est une décision de la Ligue qui à mon goût, aide forcément Marseille, même si Rennes, a priori, ne s'y est pas opposé. Voilà, c'est leur choix. Maintenant, si on regarde un peu plus Nantes, alors Nantes, ça va pas du tout, c'est au fin fond du classement, ça commence à jouer pour la relégation, assez étrange qu'on voit cette équipe, on pourrait s'attendre qu'ils jouent un peu plus le milieu de terrain que jouer vraiment le bas de classement. Ils sont actuellement 17e sur des très très mauvaises séries de résultats. Changement d'entraîneur il y a 4 matchs, qui a pas l'air d'avoir changé beaucoup de choses. Des résultats un peu meilleurs, voilà. Ils avaient enchaîné 3 matchs nuls avec Domenech, mais la défaite du coup le week-end dernier les replonge beaucoup plus bas. Voilà ce qu'on peut dire sur les résultats de la journée, comme la victoire de Lyon. C'est vraiment dommage qu'ils avaient été accrochés par Bordeaux et dans les derniers instants, bah voilà, Dubois met un but qui nous fait mal parce qu'on aurait bien profité d'une défaite, d'un match nul pardon de Lyon et de 2 points perdus contre Bordeaux. Bordeaux qui revient vraiment très bien. Quand on se dit qu'on leur a mis un 4-0, ça paraît assez extraordinaire quand on voit comme ils tournent actuellement. En tout cas, le match contre eux va être compliqué s'ils sont toujours sur ce même rythme-là. Mais bon, voilà, on n'en est pas là pour l'instant. Point sur le groupe monégasque, donc qui a été annoncé sans surprise. Voilà, on retrouve les absents habituels qui sont Gelson Martins et Fabregas. Fabregas, ça commence à faire long. Ce serait vraiment bien qu'il revienne parce qu'on a besoin de lui au milieu de terrain. On fait toujours jouer un peu les mêmes joueurs et ça mettrait vraiment d'autres solutions dans l'effectif. Je trouve ça très long là. Ça fait un moment qu'on n'a même plus trop de nouvelles de savoir vraiment où il en est de sa rééducation. Voilà. Gelson Martin, on le sait, il sera absent pendant quelques semaines et de toute façon, on a accéléré le recrutement d'Iata pour ça, pour qu'il puisse être remplacé poste pour poste, avoir toujours la même solution sur le banc. Donc pas de souci de ce côté-ci. Et Aguilar, accumulation de cartons jaunes, il a été suspendu un match et ce match-ci contre Nantes. Donc il sera absent. Et ce sera du coup la grande question, qui sera là pour le remplacer? Est-ce que lui-même remplaçait déjà Gelson Martin à ce poste-là? Du coup voilà, on verra
on pourra se poser les questions un peu plus tard. Sinon, dans les joueurs qui n'ont pas été convoqués, bon, le seul élément, ça peut être Goebbels, mais on sait que depuis que Diatta est arrivé au club, ça va être compliqué pour lui. J'espère qu'il trouvera une porte de sortie là cet hiver pour un prêt pour qu'il gagne du temps de jeu. Pour moi, il en aura besoin. C'est un peu dommage de le freiner. Là, il est très loin dans la rotation. Euh, bon, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est pas un milieu excentré. C'est pas même un ailier. Je trouve ça un peu compliqué pour lui. Pour moi, c'est vraiment un attaquant centre. Et là, il y a vraiment du monde qui est en forme en plus, hein, parce que Jovetic tourne bien. Les deux attaquants titulaires, on n'en parle même pas. Et même Pellegrini est forcément devant lui, donc ça fait vraiment très très loin pour lui. Donc ce serait bien qu'il puisse continuer à avoir du temps de jeu dans un autre club. Voilà, petit point du coup sur les suspensions potentielles aussi. Donc on a Dissassi qui lui va être toujours sur son sursis et qui pourrait être suspendu en carton jaune, mais bon, on s'attend pas qu'il soit forcément titulaire. On a aussi du coup Maripane, Fofana qui a reçu 2 cartons jaunes en très peu de temps, et Voland qui sont susceptibles donc du coup d'avoir un match de suspension en cas de carton jaune ou rouge bien sûr. Ce match de suspension serait contre Grenoble, étant donné que la commission va se réunir mercredi et que ça sera là pour le match de mardi encore d'après, ce qui fait que ça tomberait sur le match de Grenoble. Donc comme je le disais sur Twitter, il y a quand même de grandes chances qu'on voie Fofana qui a eu 2 cartons jaunes sur 2 matchs de suite. Donc c'est-à-dire qu'il a un sursis pendant 8 matchs qui est très 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 long, surtout à son poste. Ça sent gros, le petit carton jaune en fin de match, il l'a pas eu pendant le match pour vraiment dire allez hop, je fais sauter ma suspension sur un match de Coupe de France où c'est moins important. Voilà, après pour les autres joueurs, je pense pas, un volant n'a pas forcément beaucoup de cartons jaunes reçus dans un match. Donc pour moi, ça m'étonnerait qu'il joue à ce jeu-là de son côté. C'est plus important voilà, sur un défenseur ou un milieu défensif. C'est des tactiques qu'on a vues régulièrement quand même. Donc ça m'étonnerait pas de l'avoir. Voilà en tout cas pour ce qui est du groupe monégasque. Un groupe de 21 à noter, donc forcément il y a un joueur qui sera pas là. Bon, on se doute c'est un gardien, il y en a 3 sur la feuille de match, avec c'est Majeki qui va se retrouver en tribune. Sans grosse surprise. J'ai pas parlé aussi du retour de Fiorentino. Du coup, l'absence de Aguilar au milieu de terrain fait que ça rajoute à une place supplémentaire et c'est lui du coup qui a été rappelé pour aller sûrement s'asseoir sur le banc. On se doute qu'en tout cas il ne sera pas titulaire. Le groupe adversaire, donc du coup, pour le groupe nantais qui a sélectionné Domenech, pas de grosse surprise hormis Bamba, donc qui n'est pas sélectionné. Pourtant un joueur très très utilisé à Nantes, plutôt bon en plus. Ça nous fera du bien de voir qu'il n'est pas là. Autre joueur qui est en reprise actuellement, c'est Augustin, ancien joueur qui avait été prêté à l'AS Monaco. Bon, c'est toujours bien, même si pour moi c'est pas une grosse menace, c'est toujours bien de voir qu'un ancien monégasque ne soit pas présent pour ce match-là. Ça évitera de se prendre un but de sa part, ce qui fait toujours mal, surtout de lui. Enfin, ça me ferait vraiment chier de se prendre un but d'Augustin. Voilà. À noter, attention, qu'il y a toujours Apia qui est à Nantes, donc du coup, ça fait toujours un ancien monégasque qui pourrait nous mettre un but, même s'il n'est pas forcément annoncé dans les titulaires. Voilà, donc ils n'ont pas trop d'absence. Les autres joueurs absents, c'est des joueurs qui jouent très très peu, qui ont à peine un match cette saison. Donc il nous manquera, on aura un groupe plutôt complet de la part de Nantes. Voilà, concernant un peu, on peut voir les résultats, la forme des résultats de Nantes, c'est catastrophique, 12 matchs en victoire. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment que des défaites qui sont très lourdes et qui statistiquement étaient logiques. Hein. Je vous rappelle que ce petit graphe indique en fait par rapport au nombre d'actions qu'a eu Nantes et a eu leur adversaire, si le score est logique ou pas. Plus la courbe est vers le bas, plus la défaite était logique. On peut le voir, c'est souvent le cas. Euh, pour l'équipe de Nantes. Un petit point sur les statistiques maintenant. Donc voilà, on peut voir du coup les courbes des buts inscrits et encaissés par les deux équipes depuis le début de la saison. Stats fournis par la LFP, très très intéressante je trouve. On peut voir que Monaco carbure, on a plus de 3 buts sur les 4 derniers matchs. Là où Nantes, plutôt sur les 5 derniers matchs, à peine un but inscrit. Donc 2 sur cette période-là, c'est vraiment très très faible à l'attaque, surtout sous Domenech. Donc Monaco vraiment très très bon offensif. À l'extérieur, par contre, le bilan est beaucoup plus mitigé. On n'est que 9e à l'extérieur sur le classement. C'est 5 victoires, 5 défaites. Donc voilà, c'est très mitigé. C'est un peu 1 sur 2. Donc on espère qu'on sera côté positif. Sur ce match aussi, notez qu'on est sur 3 victoires consécutives, certes contre des petits clubs, mais bon, là, on en rencontre un aussi qui est en bas de classement. Donc la logique voudrait qu'on aille s'imposer à Nantes. En tout cas, c'est ce qu'il faut fortement faire. Voilà, côté Nantes à domicile, c'est 14e à domicile, puisque c'est 2 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Donc du coup, on peut bien voir que ça gagne très rarement, mais ça perd aussi rarement. Beaucoup de nuls, d'ailleurs, ils sont sur une série de 4 matchs nuls à domicile. Donc voilà, ça va pas être un match très, très facile. C'est une équipe qui défend beaucoup aussi.
qui a inscrit très très peu de buts. De toute façon, on peut regarder, c'est 1,1 but inscrit à domicile, vraiment très très faible pour une équipe à domicile, vraiment c'est proche des deux. Hein. Et 1,5 but encaissé seulement pour une équipe qui est au fin fond du classement, c'est peu aussi. Monaco de son côté, à l'extérieur, c'est 1,6 but inscrit et encaissé. Donc assez équilibré, alors qu'on ne fait jamais un match nul. C'est assez marrant. Maintenant, si on regarde un peu plus sur les 4 derniers matchs de Nantes, sur Domenech, ce qui nous intéresse un peu pour voir à peu près les résultats qui sont faits. Moi, de ce que j'en ai noté, surtout, bah, voilà, j'ai regardé un peu les stats sur ces matchs-là, c'est très très faible offensivement. C'est 9 tirs par match seulement de moyenne, dont 2 cadrés seulement, donc vraiment très très peu de chances de marquer des buts en cadrant si peu. Après, bah, Monaco, c'est une frappe sur deux qui finit au fond des filets, cadré qui finit au fond des filets. Hein. Nos gardiens, ils ont 50% d'arrêt, donc bah, sinon tu fais deux frappes, il y a quand même des chances qu'il y en a une au fond. Donc il ne faudra pas se louper offensivement. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, j'espère quand même qu'on sera capable de contenir les attaquants nantais, surtout s'il manque Bamba en plus, ça fait une arme offensive de contre-attaque en moins. J'espère vraiment qu'on ira chercher un clean sheet sur ce genre de rencontre-là. Voilà, et côté défense, Nantes, c'est seulement 10 frappes laissées à l'adversaire sur la période de Menech et 3 cadrés seulement, c'est très très peu. Donc vraiment un très gros bloc défensif, il cherche surtout à bien défendre avant d'aller contre-attaquer et marquer des buts. À titre de comparaison, Monaco sur la même période, c'est 13 frappes au total et 6 cadrés, donc on est vraiment largement au-dessus de ça. Il faut voir vraiment que Nantes a vraiment mis un bus, hein, clairement, devant sa défense pour bloquer les attaquants. Il y aura très peu d'espace, ce sera pas simple. Moi, je m'attends pas forcément à un match très très ouvert. Sur les pronos SM, je vois beaucoup de 3-4, voire 5-0 des fois. Alors certes, Nantes est mal en ce moment, ils sont en bas du classement, mais ça défend quand même bien et ça cherche surtout vraiment à empêcher l'adversaire de mettre des buts. Après, c'est vrai qu'on sait jamais, si on commence à mettre un ou deux buts, ça peut jouer beaucoup plus libéré. Nantes va chercher à recoller, va libérer des espaces et du coup, on peut peut-être mettre plus de buts, ça on verra bien et je l'espère parce que j'aimerais bien avoir un match avec plein de buts et je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que ça va être une victoire qui va être longue à venir et compliquée à aller chercher. Le petit point sur les médias, donc les deux compos de Nice Matin, l'équipe, parce que j'ai un peu cherché du côté de Nantes, j'ai pas trouvé de compos de la part de la presse ce matin. Donc côté Monégasque, quasiment les mêmes 11 annoncés, donc on se posait la question pour le remplacer du coup à Aguilar, Jason Martins. Bah, du coup, ils ont partagé la poire en deux. Hein. Nice Matin a choisi Diatta pour une première titularisation. Quant à l'équipe, c'est Golovin qui serait titulaire. Donc voilà, on en parlera un peu plus tard dans mes pronos SM sur la compo en voyant moi comment je vois les choses de ce côté-ci. Côté Nantes, bon, on peut voir que c'est deux équipes complètement différentes. Les médias n'arrivent pas du tout à s'accorder. À quasiment tous les postes, il y a un peu des changements. Alors après, je connais pas assez de monde pour dire vraiment la tactique qui sera utilisée, mais je m'attends plus à une tactique comme Nice Matin, vraiment assez défensive, avec une défense à 4, mais surtout voilà, un joueur milieu défensif juste devant la défense pour faire une ligne de 5 très rapidement. Et après 4 joueurs devant. Des ailiers qui vont se projeter très très rapidement pour la contre-attaque. Donc c'est bien. Il y a encore Blas qui est là pour nous faire mal, mais il n'y a plus Bamba. C'est une bonne chose déjà. Ça fera beaucoup moins d'arbres à l'équipe nantaise pour aller mettre des buts. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur les deux compos. On a fait le point sur les effectifs, on sait les présents et les absents sur ce match-là. L'arbitre de ce match, du coup, ce sera Thomas Léonard. Donc voilà, je vous ai ressorti un peu les stats des notations des arbitres que je fais sur Twitter, plus l'équipe et Nice Matin, donc c'est une moyenne, et voir à peu près où sont classés tous les arbitres qui nous ont du coup arbitré depuis 2016. Ça fait un petit classement. Donc Monsieur Léonard est déjà à son 6e match, ce sera son 7e match. On peut noter c'est un arbitre qui est très très bien noté, en tout cas par et de la communauté monégasque et par les médias. Voilà, aucune note en dessous de 5, si ce n'est le match contre Caen. Donc c'est pas une erreur de copier-coller. Il a bien joué 2 matchs de suite, Monaco-Caen, c'est en Coupe de la Ligue et en championnat. À noter que son dernier match, c'était Nantes-Monaco aussi. L'année dernière, il avait déjà arbitré ce match-là. Cette année, il ne nous a pas arbitré. Plutôt des très bonnes notes. Des 7, c'est très rare quand même d'aller noter des 7,7 un arbitre. C'est plutôt un bon arbitre. On dirait qu'il nous a toujours bien arbitré. Un arbitre qui met très peu de cartons aussi, on peut le voir par rapport aux autres arbitres, c'est assez léger. Donc c'est pas plus mal, parce que du coup on veut éviter les suspensions en ce moment, donc moins on aurait de cartons, ce serait mieux. Et surtout, il nous a toujours pas mis de rouge en 6 matchs. Et une bonne chose à noter aussi, c'est qu'on a tendance à prendre beaucoup de rouge normalement dans les dernières saisons. Voici on a du coup pour l'arbitrage. Maintenant, petit point sur mes pronos SM, mais du coup plus généralement pour parler de la composition d'équipe.
Dans les cages, bon, pas de souci, on sait très bien de toute façon qui sera titulaire. Ce sera le compte Sidibé titulaire aussi, aucun doute, vu que Aguilar n'est pas là, parce qu'on n'a pas d'autre solution à ce poste-là, à part Matsima qui avait été mis là contre le PSG, mais bon voilà, c'était plus une solution pour contrer le PSG. La défense centrale, est-ce que Dissassi reviendra? Je ne pense pas. Je pense que Kovac est sur on ne change pas une équipe qui gagne, donc il laissera les mêmes joueurs titulaires. Ça m'étonnerait que ça change, surtout que les deux ont fait vraiment de bons résultats et de bonnes performances plutôt. Pas trop de surprises. De l'autre côté, Enrique a fait plutôt une belle performance sur le dernier match, donc je vois pas non plus Ballo Touré venir lui prendre sa place. Après, on sait jamais avec Kovac, il y a toujours des petites surprises. La doublette du milieu, bah, c'est pareil, à mon avis, pas trop de changements. Ils ont fait vraiment tous les deux un très bon match, surtout Chouameni, parce qu'on est élu homme du match contre Marseille. Donc ça devrait pas changer. Là où on va pouvoir se poser des questions, c'est les deux postes au-dessus. Pour moi, ils sont assez incertains. Moi, je suis parti sur Diop et Golovin. Diatta a des chances d'être titulaire pour son premier match et je pense que ça pourrait même être à la place de Diop. Je pense que c'est possible qu'il y ait une rotation, que Kovac ne va pas vouloir changer son système qui est d'avoir un ailier et un milieu excentré, du moins qui repique vers l'axe. Donc à d'habitude, Diop qui repique vers l'axe et Gelson du coup qui joue le rôle de troisième attaquant avec un ailier très offensif. Là, on se retrouvait du coup avec Golovin, qui normalement doit être titulaire. Monet, il a été assez souvent remplaçant. Il a maintenant le temps de jeu nécessaire pour prétendre être titulaire et jouer quasiment toute une rencontre. Est-ce que du coup on va jouer avec deux milieux qui ont tendance plutôt à recentrer, qui sont pas des milieux qui débordent beaucoup et qui centrent, ou qui repiquent vers l'axe pour être au niveau des cages et faire un rôle de troisième attaquant? Pour ça que Diatta, c'est très possible qu'il soit là et même peut-être à la passe du coup de Diop pour laisser souffler, parce que là on va enchaîner 5 matchs mémoire en 15 jours, donc ça fait beaucoup. Il y aura forcément un peu de rotation pour pas non plus que tout le monde joue trop et que tout le monde soit un peu impliqué dans le match. Donc voilà, moi je suis parti sur l'équipe que j'aimerais bien voir. Je serais curieux de revoir voilà une tactique avec deux milieux comme ça. Ça m'appelle un peu Lemar Bernardo Silva. Je trouvais ça intéressant à voir jouer. C'est pas forcément ce que Kovac a fait depuis le début de la saison, donc je serais pas étonné de voir un Diatta Golovin ou un Diatta Diop. À voir. On verra bien en tout cas ce qui nous prépare. Devant, bon, pas de surprise, de toute façon, les deux joueurs sont plus ou moins en forme, même s'il n'a pas marqué. Je trouve que Ben Yedder est beaucoup mieux sur ses derniers matchs. Donc on va retrouver exactement le même 11 le même, pas le 11, le même duo d'attaque qui commence. Le score, moi je suis parti sur un 2-0 pour moi, du coup on sera sur un clean sheet. Je vois mal Nantes nous mettre un but. Très peu offensif. Sur de la contre-attaque, c'est un peu notre défaut quand même, hein. C'est là où on peut prendre des buts. Ça va se jouer à pas grand-chose. Je pense que le compte aura peut-être un ou deux gros arrêts à faire. Donc on va lui faire confiance, hein, parce que ça n'a pas forcément été le cas sur les précédents matchs. Donc j'espère que cette fois il se rattrapera un peu. Offensivement, voilà, je vois pas un allant offensif très très important. Je pense que Nantes va bien nous bloquer, même à 0, ils continueront à verrouiller pour essayer d'arracher un match nul. Voilà, donc je pars plutôt sur le 2-0. Est-ce que Monaco marquera un but sur un coup de pied arrêté? Donc du coup, il y en a déjà 19 cette saison sur les 41 buts, je crois, de mémoire inscrits par l'AS Monaco. Donc c'est 1 sur 2. Voilà, donc on se dit oui, non, on peut pas se voir. Moi, je vote sur oui sur ce match-là, pour la bonne raison que ça va être un match très compliqué avec une défense très très resserrée, que je pense que dans le jeu, ça va être compliqué d'avoir des frappes, même cadrées, parce qu'elles vont être souvent contrées, je pense, comme j'ai pu le dire un peu dans les statistiques. Donc je pense que les coups de pied arrêtés vont être une très bonne arme sur corner ou sur coup franc direct. Donc je pense oui sur cette question-là. Est-ce que Diatta sera décisif? Bon, bah là, c'est le fait que je ne l'ai pas choisi titulaire qui me fait pousser à mettre non. Voilà, il vient juste d'arriver, même s'il a eu des statistiques en Belgique, en Ligue 1, on n'a encore pas vu grand-chose. On ne peut pas savoir vraiment si il a un style adapté au championnat. Est-ce qu'il aura des occasions? On verra bien. Donc, pour l'instant, j'ai préféré jouer sur le non que sur le oui. Et du coup, pour le monégasque du match, bah moi je suis parti sur Voland. À la base, je serais plus parti sur un Golovin ou un Diop. Pour moi, c'est plus un de ces joueurs-là qui va pouvoir faire la différence sur ce match-là, plus des milieux. Mais malheureusement, bah, je suis pas sûr à 100% qu'il soit titulaire, donc je voudrais pas gâcher non plus 2 points sur mes pronos ASM, donc j'ai choisi plutôt un joueur offensif. Et quand on regarde les statistiques, Volant, c'est contre les petites équipes qu'il a fait beaucoup de mal, qu'il a souvent été passeur, double buteur même. Donc dans même les matchs où la défense est assez serrée, c'est lui aussi qui arrive à mettre les buts. Donc voilà, j'ai préféré le choisir lui. J'avais choisi Ben Yedder en match avant, donc on fait un peu tourner. On va essayer d'avoir un peu de chance sur ce match-ci. Bah voilà ce qu'il y en a en tout cas pour mes pronos ASM. Maintenant, bah du coup, si vous avez des questions sur le chat, allez-y, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre en tout cas.
En tout cas, le chat a été très très actif. Genre, s'il y a eu des questions, je m'excuse. Du coup, il va falloir que je remonte assez loin pour aller les chercher. Sur le duo Jovetic ou Pellegrini, pour commencer, bah, c'est vrai que comme je l'ai dit, on a 5 matchs en 15 jours à faire. Il va falloir faire de la rotation si on veut pas non plus fatiguer notre effectif, sachant qu'on a une phase championnat assez compliquée. Là, on n'avait que des matchs assez ouverts contre des équipes de bas de classement. Donc pour moi, il y aura la rotation qui va être faite sur les prochains matchs. Bon, sans doute contre Grenoble, forcément, match de Coupe de France contre une Ligue 2, on va pas balancer le match, clairement pas, hein. On va mettre en avis une équipe très très solide et avec très peu de rotation, mais il y en aura forcément sur ce match-là, plus difficile sur les autres matchs. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'il attaquerait tout de suite à faire la rotation? Je pense pas. Pour l'instant, je pense qu'il va aller chercher tout de suite des points contre Nantes et après peut-être qu'il ira changer un des deux attaquants pour mettre Jovetic, hein, qui semble le plus logique à l'heure actuelle, et plus Pellegrini à voir contre Grenoble. Là, ça paraît très plus logique aussi de donner du temps de jeu contre une équipe comme ça. Donc non, je pense pas qu'il y ait de la rotation directement sur ce premier match. On a déjà joué à 21h le dimanche cette saison. Oui, j'ai souvenir d'un match qu'on ait joué cette saison. Je ne saurais plus dire lequel c'est. De mémoire sûr, le PSG déjà. Mais après, il me semble qu'on a déjà joué un autre match. Après, les statistiques, savoir si ça nous réussit bien et tout. Je trouve qu'on a plus de joueurs, les joueurs Canal+, comme on les appelait, qui faisaient des performances quand les matchs étaient en prime time. Je pense que on a plusieurs joueurs à l'heure actuelle. Bah, après, si Ben Yedder veut bien se mettre en évidence sur ce genre de match, ce serait pas plus mal aussi. Parce que lui aussi, il a une sélection d'équipe de France à aller chercher. Jovetic sera sûrement l'attaquant numéro 1 en Coupe de France. Bah, à voir, en fait, ça dépendra des matchs d'avant, savoir qui on aura fait jouer, si on a fait un peu de rotation. C'est sûr que si Jovetic ne joue pas titulaire sur les deux matchs d'avant, clairement, ce sera lui qui prétendra à être titulaire pour avoir du temps de jeu et faire reposer les autres joueurs. Après, c'est possible qu'il joue un peu sur le match d'avant, ça m'étonnerait pas. Euh, à voir. Franchement, ce sera une question à se poser. Je pense que ça va être très compliqué de sortir les compositions d'équipe pour un match de Coupe de France, quoi. Hormis si la presse et Kovac nous donnent un peu des indices, ça va être compliqué de voir où se situe la rotation, surtout qu'on n'a pas non plus 50 joueurs capables d'être titulaires. Grenoble tourne très très bien, hein, cette saison, ça joue la montée, donc il faut pas négliger ça. C'est pas parce que c'est une Ligue 2 que ce sera un match facile, clairement pas. Jovetic passe clairement devant Pellegrini au début, c'est Pellegrini qui rentrait. Oui, bah en plus, Jovetic en ce moment fait des belles rentrées, il est buteur en plus, il joue plutôt bien. C'est un profil en plus qui rentre bien avec à la place de Ben Yedder ou à la place de Volante, je trouve. Ils sont assez complémentaires dès qu'ils jouent ensemble. Donc oui, c'est sûr qu'il est repassé devant. Après, c'est normal, hein, dans la hiérarchie, pour moi, c'est toujours lui l'attaquant numéro 3 du club, hein. Ça reste un très gros joueur qui nous a fait de très belles saisons par le passé quand il n'était pas blessé. Ça a été un peu plus dur au début de la saison, alors qu'il était plus blessé, il faisait pas des matchs forcément très très bons. Je trouve qu'il est largement meilleur depuis quelques temps, forcément parce qu'il marque, hein, même dans le jeu, je trouve meilleur. Des possibilités de voir Milo en Coupe de France. Oui, parce qu'on se posera la question du coup quand on sera au match de Coupe de France, savoir qui sont les joueurs qui ont des possibilités de jouer. Après, est-ce que Milo, qui a jamais été titulaire, va être lancé dans le grand bain? Je pense que Matazo a l'air d'avoir un peu plus d'emprise au niveau de Kovac pour être titulaire ou avoir du temps de jeu important. Milo a l'air d'être beaucoup plus loin, il est souvent hors groupe quand même. Donc je pense que c'est plus des joueurs comme Matazo, Matsima en défense qui pourraient avoir du temps de jeu. Bon, 10 à 6, ça paraît clair et net qu'il aura du temps de jeu sur ce match-là. Donc voilà, je pense plus sur ce joueur-là. Milo me semble beaucoup plus loin dans le groupe quand même. Le match du PSG, c'était un vendredi. Ah oui, c'était pas faux, c'était un vendredi. C'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, parce que même les matchs contre l'OM, on les a joués des samedis, c'est un peu ridicule. Les derbies contre Nice aussi, à chaque fois, ça n'a jamais été à des bonnes horaires, quoi. Donc je trouve que c'est un peu étrange, là, les choix des diffusions cette saison. On n'a pas eu beaucoup de matchs, en tout cas le dimanche soir, ça c'est sûr. Florentino Luis contre Grenoble. Bah oui, parce que du coup, vu qu'on n'a pas cassé le press et qu'on compte sur lui, hein, il est toujours là, on n'a pas recruté à ce poste-là, donc à mon avis, on sera obligé de faire tourner Chouamini, Fofana à un moment donné, hein. C'est des joueurs en plus qui ont besoin d'énormément d'énergie pour voir tout le travail qu'ils abattent sur un match. Ils jouent souvent contre trois milieux en face, donc forcément ça court, ça presse dans tous les sens, ça fait du back-to-back à jouer en défense, à remonter pour jouer les seconds ballons offensivement. Donc forcément, ces joueurs-là, ils ont besoin de repos. On l'a bien vu sur décembre. Quand ça a enchaîné les matchs avec toujours les mêmes joueurs, c'était fatigué, c'était compliqué. Pour moi, il va falloir la rotation, et d'autant plus sur ces postes-là qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc oui, comme je disais, Matazo, du Luis, ça a des chances d'être titulaire sur ce match-là, voire même peut-être un peu avant, hein.
Florentino, je sais pas si ça paye pas le fait d'avoir une option d'achat quand même. Bah, je sais pas, ça m'étonnerait. Le joueur est quand même une très très grosse quoi de mémoire. Sa clause libératoire en plus est très très élevée. Donc je ne pense pas qu'il y ait une clause automatique en fonction d'un nombre de matchs joués, comme on a pu le voir sur Bernardo Silva par exemple. Ça m'étonnerait, ou alors vraiment des très grosses. Elle va être très très grosse quoi. Et pour l'instant, de ce que nous a fait voir le joueur, c'est sûr que ça ne donne pas très envie de le signer pour un très très gros montant, parce que c'est pas forcément de bonnes performances. Moi, même sur ses premiers matchs où beaucoup s'enflammaient un peu sur lui, moi, je le trouvais pas forcément très intéressant. Donc voilà, après, on verra si on lui donne du temps de jeu et s'il fait de meilleurs matchs. Après, c'est vrai qu'il a été titulaire dans des périodes où le club allait un peu moins bien. Alors, est-ce que c'est parce que lui était titulaire et que du coup, il y avait un trou à son niveau que c'est ça qui faisait qu'on était moins bien, ou est-ce que il avait pas de chance d'être dans une équipe qui tournait moins bien à ce moment-là? On le verra plus tard. Ça, de toute façon, on peut pas répondre avec le peu de temps de jeu qu'il a eu pour l'instant. Je vais dire que Kovac ne le fait peut-être pas jouer à cause de ça. Oui, oui, j'avais bien compris que c'était à cause de ça qu'il a une clause, une option d'achat automatique et qu'il ne jouerait pas à cause de ça pour ne pas lui donner assez de temps de jeu pour libérer cette clause. J'avais bien compris, mais comme je disais, le peu de matchs qu'il a joué, c'était pas forcément intéressant. Et puis même, il est souvent hors groupe. Il n'est pas, certes, il y a eu des périodes où il a eu le Covid, donc forcément, il n'était pas dans le groupe, ce qui était normal, mais les autres périodes, il n'était pas sélectionné quand tout le monde était présent, il était souvent hors groupe, donc si vraiment c'est un très très bon joueur, mais du coup qu'on ne veut pas l'utiliser à cause d'une clause libératoire, en toute logique, il serait au moins sur le banc pour vraiment au cas où on a un joueur blessé qui est titulaire, qu'on puisse faire rentrer la meilleure option possible, quitte à perdre un match sur son option d'achat. Et là, non, c'est même pas le cas. On préfère mettre des jeunes comme Mattazo ou Milo sur le banc plutôt que lui. Euh, je pense qu'il y a un petit souci de son côté-ci, peut-être d'implication, peut-être qu'il se sent pas bien, que le championnat français est trop différent du championnat portugais, je sais pas. Là, c'est un peu compliqué sur ce genre-là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vais essayer de remonter, voir si j'ai raté un peu des questions. Et quand Aguilar revient, est-ce que je préfère le garder Sidibé titulaire? Quand Aguilar reviendra, maintenant que du coup on a un peu géré la solution de Gelson par soit Diatta, soit par Golovin, pour moi, voilà, Aguilar doit revenir titulaire. On pourrait se poser la question de Sidibé titulaire de l'autre côté à la place d'Enrique, à voir comment Enrique s'en sort. Celui-là, il nous a fait des mauvaises performances, là il revient un peu mieux sur les derniers matchs. Sidibé, je trouve qu'il est assez bon pour l'instant. Sur certains matchs, je trouve que il se fait un peu manger trop facilement dès que l'attaquant est un peu technique et qu'il fait beaucoup de dribbles. Je trouve qu'il se fait un peu trop aspirer dans les dribbles et se fait passer trop rapidement. C'était contre Angers, Marc, il y a eu le petit ailier là qui lui a fait l'amour quoi. Donc voilà, à voir entre les deux qui sont titulaires, mais clairement pour moi Aguilar est largement dessus, même si lui aussi il est un peu moins fort que sur le début de saison qui était un niveau très très haut. Là en ce moment c'est moins bien. Donc non, non, mais ça reste quand même largement au-dessus de 6 DP, donc pour moi c'est un titulaire sans discussion possible, donc dès qu'il sera à nouveau apte, c'est-à-dire au prochain match, pour moi il retrouvera une place de titulaire. Je sens bien Balotouré titulaire contre Aikayo, il a peut-être la concurrence, Dissassi en a eu du temps de jeu à la place de Badiachil. Oui, comme je disais, Balotouré c'est une des solutions possibles. Il y a quelques temps en arrière, ça tournait beaucoup entre Enrique et Balotouré, mais bon, c'était parce qu'il y avait des mauvaises performances entre les deux. Là, Enrique a l'air de faire de belles performances, donc je pense pas que ça change. Je suis plus sur on ne change pas une équipe qui gagne, donc je pense pas que la défense change beaucoup. On arrive à ne pas encaisser beaucoup de buts, hein, comme on a pu le voir sur les stats. C'est calmé sur les buts encaissés, on en inscrit beaucoup moins que passé un temps. C'est aussi dû au fait que la défense est un peu meilleure. Donc je pense qu'on va rester sur le même modèle pour l'instant. Dissassi, Balotouré auront du temps de jeu un peu plus tard sur les prochains matchs, notamment la Coupe de France, où qu'on va rencontrer des adversaires beaucoup plus faibles. Voilà. Vu la place qu'on occupe, tu penses que ne pas accrocher une coupe d'Europe serait un scandale? Oui, oui. Franchement, actuellement, on tourne vraiment très bien dans une bonne période. On a commencé à creuser un peu l'écart, même si devant c'est malheureusement assez loin de nous. Ce serait vraiment dommage de ne pas aller chercher une Coupe d'Europe. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, donc de mémoire, les 4 et 5 sont qualificatifs en Coupe d'Europe. Ce serait vraiment dommage de pas aller chercher une Coupe d'Europe pour l'année prochaine. C'est si on veut survivre un peu, si on veut continuer à garder nos bons joueurs, si on veut attirer du monde, il faut qu'on aille rejouer en Coupe d'Europe. Et puis nous-mêmes supporters, on a envie de revoir des matchs de Coupe d'Europe. Donc oui, ce serait vraiment dommage qu'on voit surtout derrière. Rennes a vraiment eu des périodes où ils étaient dans le moins bien. Marseille aussi a eu et actuellement sont dans des gros problèmes.
Montpellier-Lens, c'est des équipes qui sont, bon, à mon avis, encore loin des premières places du championnat. Donc oui, on a un très bon effectif, un très bon 11 surtout. Après, c'est vrai que derrière, sur le banc, je trouve que c'est un peu plus faible. Si on n'a pas trop de blessés jusqu'à la fin de la saison, oui, à mon avis, on doit aller chercher la Coupe d'Europe. Et à mon avis, cette quatrième place. Troisième place, pour moi, ça va être compliqué quand même parce que il y a déjà un écart de fait et les équipes devant se tournent vraiment très très bien. Voilà. Voilà, en tout cas, ben, je vais vous laisser là. En tout cas, merci de m'avoir suivi, d'être aussi nombreux, d'avoir eu autant de follow aussi sur ma chaîne. Ça fait très plaisir. Un bon paquet là sur ce live-là. Merci d'avoir suivi. En tout cas, bah, bon match à tous pour ce soir. On espère une très belle victoire. Rendez-vous du coup avec le débrief de Radio Diagonale ce soir en live. Même si je n'y serai pas, ben, je vous invite tous à nous suivre sur Twitch pour ce match-là. Et du coup, bonne fin de journée à tous.